Il est 17h33, merci d'être avec nous sur Europe 1. On marche sur la tête, version Noël continue avec Sarah Salman, avec Gauthier Lebret, avec Philippe Guibert et avec Vincent Roy. Juste avant la pause, j'évoquais l'interview ce matin d'Henri Guénaud. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, invité de la grande interview sur Europe 1 et CNews ce matin. Il répondait à Thomas Bonnet. Il m'a beaucoup surpris, Henri Guénaud. Il a été interrogé sur la nomination de Gérald Darmanin au ministère de la Justice et pour lui, c'était une mauvaise idée. Alors je vous propose de l'écouter. Je ne suis pas certain que c'était le meilleur endroit où le nommer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un problème symbolique, je trouve, à nommer l'ancien ministre de l'Intérieur, avec toutes les tensions que celui-ci a pu avoir avec la justice, avec à la fois le garde des Sceaux, les magistrats, etc. On se souvient des manifestations qu'il participait, de la police contre la justice. Alors, il faisait son travail de ministre de l'Intérieur, hein, défendre les policiers était son rôle, mais le nommer au ministère de la Justice, c'est pas forcément un message de conciliation et d'apaisement envoyé aux magistrats. La meilleure façon d'y arriver, c'est plus dans la réflexion apaisée que dans la provocation. Surprenant comme prise de position de la part d'Henri Guénaud, Gauthier Lebret. Mais je ferai l'analyse exactement inverse. Je pense que c'est parce que il était au ministère de l'Intérieur qu'il a eu des tensions avec les magistrats, qu'il connaît bien le problème des policiers, que c'est intéressant de le nommer ministre de la Justice. C'est vrai que Gérald Darmanin a participé à cette fameuse manifestation où on a entendu le problème de la justice, c'est la police, qu'il a lui-même critiqué placement en détention provisoire des policiers après les émeutes et après l'affaire Naël, en expliquant qu'un policier n'avait pas à aller en détention provisoire. Et puis plus récemment, il a critiqué les réquisitions du parquet contre Marine Le Pen et voulant la rendre inéligible avec l'exécution provisoire dès mars prochain. C'est pour ça, c'est pour aller se frotter aux magistrats. Lui parle de symbole. C'est intéressant. Il parle de problématiques en termes de symbole. Mais justement, je trouve que le symbole est excellent. Regardez le symbole depuis 48 heures. Ça fait tellement parler. Il met les projecteurs sur la justice, sur le problème de rapidité, le problème d'exécution de peine, le problème de manque de moyens. Et ça va être assez intéressant. Ça va être l'événement politique après les fêtes de fin d'année à suivre avec évidemment Bruno Retailleau. Sarah Salman. Je suis assez surprise de l'analyse de Henri Guénaud dans la mesure où je pense, comme Gauthier, que c'est l'inverse. Il va pouvoir s'appuyer sur son expérience de ministre de l'Intérieur parce qu'il a identifié toutes les failles de la chaîne pénale et fort de cette expérience, eh bien, il va savoir exactement quoi faire. Et là, il le démontre. Il voit tout de suite qu'est-ce qu'il faut, des courtes peines. Pour les courtes peines, comment les mettre en place, quels sont les retours d'expérience, j'en parlais tout à l'heure, dans les pays scandinaves, ils le font. Et c'est beaucoup plus efficace en termes de récidive que ce qu'on fait actuellement, où il y a, par exemple, beaucoup de peines qui ne sont jamais exécuté pour les courtes peines. Là, il veut exactement l'inverse. Donc, créer des places de prison, il fait exactement tout ce qu'il faut. Et c'est parce qu'il a eu cette expérience au ministère de l'Intérieur. Alors après, pour les réquisitions de Marine Le Pen, bon, il les a critiquées quand il était ministre de l'Intérieur. Il n'était plus ministre, il était député. Il était plus Premier ministre. Merci de cette précision. Là, il ne le ferait pas. Voilà, il était député. Vincent Roy. Oui. La palissade, la nomination de Gérald Darmanin est évidemment une nomination politique. Titre d'un film de Jean-Luc Godard, « Soigne ta droite ». Il faut soigner Marine Le Pen. Bon, alors évidemment, il arrive à point nommé, c'est celui qui, bon an, mal an, peut faire en sorte que si il y a de la part de NFP une motion de censure déposée lors du discours de politique générale, eh bien, immédiatement, en tous les cas, pour un laps de temps déterminé, Marine Le Pen peut s'abstenir. La nomination, elle est politique en cela qu'elle est d'abord stratégique. Alors là, je pense aussi l'inverse. Philippe. Je pense que Marine Le Pen, justement, le duo Darmanin-Retailleau, elle n'a pas envie de le laisser longtemps tranquillement. Il y avait un député RN qui disait dans les colonnes du Figaro en off, donc sous anonymat, vous pensiez au moment de la censure contre Michel Barnier, vous pensiez réellement qu'on allait laisser Bruno Retailleau dérouler tranquillement sans le censurer ? Je ne crois pas que ce soit la raison essentielle. Non, il y en a plusieurs. C'est une des raisons. La raison de la censure, elle est bien au-delà de ça. Elle renvoie à Marine Le Pen, à son processus Tu sais que judiciaire. les raisons peuvent être multiples. Oui. Philippe Guibert, moi je voudrais vous entendre je voudrais d'abord vous entendre sur les propos d'Henri Guénaud. Oui, moi aussi je suis surpris parce que je trouve que c'est une provocation raisonnable dans la mesure où Gérald Darmanin est un professionnel de la politique. Et vous voyez que sa première réaction aux critiques du syndicat de la magistrature est justement de dire « mais je discuterai avec tout le monde ». Il y a eu une provocation comme garde des Sceaux bien plus importante que Gérald Darmanin.
c'était Éric Dupond-Moretti, qui est rentré, enfin, le lendemain de sa nomination, il était en conflit avec les magistrats et avec l'ensemble des magistrats, pas avec le syndicat de la magistrature. Mais de par sa carrière en tant qu'avocat. De par sa carrière en tant qu'avocat, de par les rapports qu'il avait eus avec un certain nombre de magistrats, de par son intervention dans un certain nombre d'affaires, et qu'en termes de provocation des magistrats, ça a été bien pire. Oui, c'est vrai. Et je suis pas sûr que Gérald Darmanin soit dans la provocation à l'égard des magistrats. Je pense qu'il est politiquement trop intelligent pour cela. De toute façon, pour les magistrats, il faudrait un magistrat de gauche. Il faudrait Lucie Casté. Et vous verrez qu'il fera des écarts par rapport à Bruno Retailleau. Je prends le pari ici, et que de temps en temps, il se montrera aussi chef de son administration. Ça revient au combat de coq dont on parlait tout à l'heure aussi. Au combat de coq et au combat d'administration, parce que là, il y a mais vous avez raison sur la provocation. C'est vrai qu'Éric Dupond-Moretti, par rapport à son comportement dans certaines cours d'assises pour des clients qu'il défendait, c'était une provocation bien plus importante que Gérald Darmanin, ça c'est sûr. Gauthier Lebret ? Oui, je pense que au final, les magistrats ont intérêt à avoir un ministre fort politiquement s'ils veulent que le budget augmente et donc qu'il y ait des retombées financières pour la justice et au final pour eux pour avoir de meilleures conditions de travail. Donc il va y avoir un dialogue après les fêtes de fin d'année. Gérald Darmanin leur a donné hier son numéro personnel à Amiens puisqu'il a rencontré ses premiers magistrats depuis qu'il est ministre hier. Et donc c'est toujours pareil, il y a des frictions au début. Alors Éric Dupond-Moretti, elles ont duré longtemps. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Jusqu'au syndicat de la magistrature lui a pourri tout son mandat. Pas seulement Gauthier, c'est pas le syndicat de la magistrature, c'est même des magistrats comme François Molins par exemple, qui étaient en conflit. Là, il y avait des raisons personnelles entre Molins et Dupond-Moretti. Mais il y avait des raisons personnelles. Un des plus hauts magistrats de France qui était en conflit ouvert avec le ministre. Je pense pas qu'on aura ça avec Darmanin. Non, parce qu'il n'y a pas le même passif. Exactement. Simplement. Alors, on va après Henri Guénaud, j'aimerais qu'on revienne sur les propos de Bruno Retailleau dans un tout autre registre actuel à présent. Sur Manuel Valls, absolument. Et Gauthier Lebret, je voudrais que vous m'éclairiez justement sur ce sujet. Le ministre de l'Intérieur a défendu Manuel Valls hier. Il a répondu à un tweet de Rima Hassan qui visait le nouveau ministre des Outre-mer. Tout est venu d'une émission de radio dans laquelle était invité Manuel Valls sur France Inter et des propos tenus par un auditeur. Oui, il est invité le matin de sa prise de fonction comme ministre des Outre-mer et il y a un auditeur qui l'insulte, qui le traite d'étron. Et c'était mardi matin donc. Ça aurait pu en rester là. Et la France Insoumise a décidé de récupérer politiquement cette insulte avec une joie mauvaise et donc de féliciter l'auditeur qui avait insulté Manuel Valls. La question c'est pourquoi la France Insoumise fait ça ? Pourquoi cette haine viscérale de Manuel Valls ? Parce que Manuel Valls, il a toujours été très clair sur les questions qui sont tabous à la France Insoumise, voire qui sont ambiguës, c'est-à-dire la lutte contre le séparatisme, contre l'islamisme, contre l'antisémitisme, le respect de la laïcité, tout ce qu'exècre la France Insoumise. Et donc, parce que Rima Hassan n'est pas la seule, il y a eu d'autres députés LFI qui ont relayé cette insulte. Et j'en veux pour preuve, parce qu'il faut toujours prendre des exemples par A plus B pour prouver la proximité de la France Insoumise avec l'islamisme et l'antisémitisme. Elias Dimzalen, qui vient d'être condamné pour avoir appelé à l'intifada dans les rues de Paris, très faiblement condamné d'ailleurs, quelques mois de prison avec sursis tout au plus. La justice est clémente en ce moment sur ces profils-là. Il y a aussi les élèves, vous savez, qui... C'est pas le parquet va faire appel. Oui, mais on verra donc en appel. Mais par exemple, je pensais récemment à ce qui s'est passé pour le proviseur Maurice Ravel qui a été menacé de mort. Voilà, stage de citoyenneté. Je pense à cet élève à Tourcoing qui a giflé son enseignante alors qu'elle était voilée. Même chose, la justice a été assez clémente. Et donc tout ça pour dire que la proximité entre Éric Coquerel par exemple et Elias Dimzalen, c'est la preuve par A plus B de la proximité de la France Insoumise avec l'antisémitisme et l'islamisme. Et forcément, quand vous avez quelqu'un qui plus est qui vient de la gauche, qui lutte ardemment contre ces phénomènes-là, c'est insupportable pour ces députés LFI. Donc que s'est-il passé après ? Réaction donc de Manuel Valls. Réaction de Manuel Valls. Non, de Rima Hassan. De Rima Hassan, oui, mais Manuel Valls a réagi aux propos de Rima Hassan.
Non, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, pardon. Manuel Valls. Bruno Retailleau, pardon. Et donc Bruno Retailleau, d'ailleurs c'est l'un des seuls au gouvernement à tweeter pour dire que c'était insupportable qu'une députée européenne relaye des insultes contre un ancien Premier ministre de la France. Et il a parfaitement raison. Et on peut simplement regretter qu'il n'y ait pas plus de soutien qui monte au créneau pour Manuel Valls, y compris au sein du gouvernement d'ailleurs. Sarah Salman. Oui, c'est parfaitement inacceptable et je pense que ça aurait dû même être beaucoup plus modéré sur le plateau. Alors ça l'a été, mais je pense que l'auditeur aurait pu être arrêté bien avant. Oui. Parce que ça a duré à peu près 40 secondes, si je ne dis pas d'erreur. Il a été arrêté au moment du mot, au moment de l'insulte. Au moment de l'injure publique, c'est une injure publique. Il aurait vu le commencement de ce qu'il disait, on ne pouvait pas s'attendre à une fin heureuse. Donc il aurait pu être arrêté, je pense, au bout de 20 secondes, on avait compris. Donc ça, c'est le premier point. Après, vous ne pouvez pas deviner qu'il allait le traiter d'étron. Non, mais bon, le début, c'était pas non plus... c'est 30 secondes pour lui montrer que c'est un incapable. Finalement, est-ce que c'est constructif ou pas ? Je ne suis pas certaine que ce soit sur le service public, ce soit pertinent de faire ça, enfin là ou ailleurs. Après, que Bruno Retailleau ait réagi, ça ne m'étonne pas, mais d'autres auraient dû réagir aussi. Parce qu'on a Rima Hassan qui a remercié l'auditeur, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas de LFI qui auraient pu condamner ce qui s'est passé. Finalement, c'est toujours les mêmes qui réagissent. Donc là, c'est Bruno Retailleau. Eh bien, ça ne m'étonne pas, mais on attend d'autres personnes. Aucun responsable politique. Et Olivier Faure, etc. J'aimerais bien les voir réagir aussi, parce que Olivier Faure, tous ces socialistes, François Hollande, ceux-là ne réagissent jamais. Quand il y a des attaques antisémites de Madame Rima Hassan, ils ne réagissent pas. Ça, vous avez raison. Et là, ils se revendiquent républicains, ce qu'ils sont, c'est le Parti socialiste. Encore une fois, ils ont raté une occasion de condamner ce qu'il passe au sujet de Manuel Valls. Il y a un sénateur PS qui a réagi, c'est Rachid Temal. Rachid Temal, il a réagi et c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux au PS à avoir réagi. Rachid Temal est dans l'opposition à Philippe Guibert. Mais effectivement, parce que non seulement il y a la détestation de LFI, mais il y a aussi la détestation du PS à l'égard de Manuel Valls. Parce que Manuel Valls est considéré comme un traître. Alors de fait, pendant la présidentielle de 2017, Valls, après avoir participé à la primaire du PS, n'a pas soutenu Benoît Hamon et a fini par soutenir assez rapidement d'ailleurs Emmanuel Macron. Donc ça ne lui a pas été pardonné. Mais derrière ça, il y a ce que disait Gauthier tout à l'heure sur la lutte contre l'islamisme et l'antisémitisme. Mais il y a aussi la ligne économique. C'est-à-dire que Valls, quand il était Premier ministre, a incarné une ligne économique assez libérale, assez social-libérale, comme on disait à l'époque. Et le PS d'aujourd'hui est en complète régression par rapport à tout ça et considère que cette ligne est ce qui a fait perdre la gauche. Donc le PS ne défendra pas à quelques personnalités près, personne n'ira défendre Valls, et Valls incarne à son insu l'échec du quinquennat Hollande et un profond malaise au sein du Parti socialiste qui explique la discrétion de beaucoup de socialistes à tort. Et c'est vraiment le cas spécifique où je ne comprends pas. J'entends tous les arguments et j'y souscris. Maintenant, voilà un individu qui a été Premier ministre, avec lequel on peut ne pas être d'accord, qui se fait traiter en public d'étron. Moi, je crois que tout le monde devrait venir le soutenir en disant il est intolérable qu'un homme politique soit de cette façon-là traité d'étron. Un ministre de la République. Et un ministre de la République. On a Ted qui est avec nous de Lyon. Bonjour Ted. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Europe 1 avec nous. Vous habitez à Lyon, vous ? Exactement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire ? J'ai écouté l'interview de Manuel Valls et bien sûr des insultes qu'il a reçues. Je ne sais pas, pour l'intégrité de la radio de France Inter, qui ont arrêté directement cet auditeur qui a traité Manuel Valls de tous les noms. Ça m'a outré au plus haut point de traiter quand même un ministre de la République. C'est ça. Ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. C'est un ministre de la République. Je ne connais pas très bien l'historique de Manuel Valls, je dois être honnête, mais il a quand même donné une interview sur France Inter. C'est un ministre de la République. C'est comme les gens qui se permettent d'insulter leurs professeurs ou d'insulter des personnalités, des gens qui sont importants. Exactement. Oui. En fait, même s'il n'était pas ministre, on n'a pas insulté comme ça. De toute façon, on n'insulte personne. Oui. On est d'accord. Non, bien sûr, on n'insulte personne, mais dans une radio, une heure de grande écoute comme celle-ci, sur le service public. Sur le service public. Et moi, j'ai parlé beaucoup de fois avec Cyril à l'antenne sur le service public. Je suis complètement outré par ce qui se passe.
par les mots qu'ils peuvent dire, par leurs propos, par leur position. Je veux bien que des gens ont des positions droite-gauche, il n'y a pas de problème, mais le service public doit être impartial et il ne l'est pas. Vous saluez la réaction de Bruno Retailleau ? Oui, je salue complètement la réaction de Bruno Retailleau. Ça prouve bien qu'il y a encore des gens qui sont, même si Bruno Retailleau est plus à droite et Manuel Valls est plus à gauche, qui se soutiennent mutuellement. Ce sont des collègues, ce sont tous deux des ministres d'État, et c'est cette genre d'entraide, je pense, que les Français veulent voir dans le gouvernement. Mais bien sûr, et pas que dans le gouvernement. Les Français, je pense, aimeraient aussi avoir une politique plus apaisée dans sa globalité. Il y a effectivement le gouvernement, mais je pense que il y a un côté aussi que lorsqu'on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale quotidiennement, il y a un truc qui, enfin, il y a un moment donné. La violence est aussi dans le vocabulaire. Mais bien sûr, elle est dans le vocabulaire et elle est dans. C'est qui à la France Insoumise ? C'est qui à l'Assemblée nationale, pardon ? La France Insoumise. Voilà. Notamment, bien sûr, évidemment. La plus violente dans le vocabulaire, c'est la France Insoumise. C'est la France Insoumise dans le vocabulaire. Exactement. Ouais, tout à fait. Mais les silences dont nous parlions tout à l'heure, et notamment d'Olivier Faure, etc., sont des silences qui manifestent aussi une certaine violence. Et d'ailleurs, je dirais que c'est pas que dans le verbe la France Insoumise, c'est maintenant aussi quasiment dans le corps à corps. Quand vous avez Sébastien Delogu qui fait un tête contre tête avec le Benjamin RN de l'Assemblée nationale, quand vous avez maintenant des scènes d'intimidation de Thomas Porte qui lance à un député RN, on se retrouve dehors et on va voir ce qu'on va voir. La tête d'Olivier Dussopt sur le ballon de football. Non mais évidemment, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, c'est un spectacle qui est juste indigne de nos institutions, de toute façon. Totalement, ça dénature complètement nos institutions. Ça dénature nos institutions et le spectacle qu'on donne aux Français, effectivement, on parlait de violence tout à l'heure, c'est un spectacle qui est juste déplorable. Merci beaucoup Ted d'avoir été avec nous. Vous faites quoi dans la vie, Ted ? Je suis dans l'immobilier. Très bien, et on est ravis de vous avoir eu cet après-midi. Vous habitez à Lyon et vous revenez quand à Lyon. Vous voulez. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Oui, allez-y, bien sûr. Un tout petit mot pour ces fêtes de Noël et de Hanouka maintenant. Une pensée pour les otages israéliens à Gaza. Vous avez, Ils sont là-bas depuis plus d'un an. Tout à fait. Ils sont encore là-bas. On est avec eux. Une pensée pour eux. On appelle encore une fois leur libération et les deux otages, notamment français, qui sont toujours là-bas. Merci beaucoup Ted pour votre message. Joyeux Noël et bonne fête évidemment de Hanouka pour ceux qui fêtent Hanouka. Merci à vous Ted. Passez une très bonne soirée. On va accueillir Florence à présent qui est avec nous. Je voudrais terminer avec ce sujet que je voulais évoquer avec vous. L'émission s'appelle On marche sur la tête. Voilà un sujet qui montre... Voilà, oui, tout à fait, c'est notre invité qui est en ligne avec nous. Vous êtes là, Florence ? Oui, je suis là, je vous écoute. Florence, vous habitez à La Rochelle, vous, c'est bien ça ? Absolument. Vous êtes gérante d'un tabac presse à La Rochelle qui s'appelle le Petit Fétilly. Tout à fait. Et je le disais, l'émission s'appelle On marche sur la tête. Votre histoire, ce qui se passe autour de votre tabac presse, illustre bien le titre de notre émission. La municipalité a installé une série de panneaux stop à quelques centaines de mètres d'intervalle sur une avenue d'un quartier résidentiel sur lequel se trouve votre enseigne en fait, votre commerce. C'est une décision totalement absurde. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé, Florence. En fait, afin de limiter la vitesse sur cette avenue, ce qui de toute façon n'a pas changé grand-chose puisque les personnes qui manquent de civisme manquent encore de civisme, on souhaitait trouver une solution avec les habitants du quartier. Il y a donc une réunion. Ça a fini par être des stops parce que la municipalité ne voulait pas mettre de dodane, ne voulait pas mettre de radar de façon ponctuelle. Donc on est parti sur des stops. Mais en votant les stops, on n'aurait jamais pu imaginer ce que ça allait donner comme résultat, c'est-à-dire que au départ, il y a sur un côté de cette avenue, il y a 3 rues qui étaient des priorités à droite et de l'autre côté, une. Donc a priori, nous avons tous pensé à 4 stops. Alors il y en a combien là maintenant au total ? Alors maintenant, nous sommes passés de 4 à 14. 14 stops ? Oui, et la France. Quand vous dites 100 mètres d'écart, Gauthier Lebret dit la France, mais il n'y a même pas 2 voitures qui rentrent. Ouais. Et il y a c'est 14 stops autour de cette avenue. Oui, sur 400 mètres. Sur 400 mètres. Bon, et donc le résultat sur votre commerce ? Le résultat, c'est que non seulement ça n'a pas fait ralentir la circulation dans
Alors, c'est des arrêts, donc ça redémarre et ainsi de suite. Bon, moi, ça me gêne pas plus que ça, mais ça gêne les habitants parce que c'est devant chez eux. Moi, ça a carrément fait dévier la circulation, donc en fait, j'ai une baisse de chiffre qui s'est faite donc de 400 personnes par mois, 400 passages en caisse, et donc d'un chiffre d'affaires autour de moins 40%. Ah bah oui, parce qu'au lieu de ralentir, en fait, ils contournent le quartier, en fait. Absolument, donc ils passent par des rues qui sont des rues où alors là c'est minuscule, qui sont des sens uniques pour la plupart. C'est devenu un truc de fou. Et aux grandes dames donc du seul commerce de proximité du quartier, Florence, parce que c'est ce que vous expliquiez. Vous êtes le seul commerce de proximité de ce quartier de La Rochelle, et je disais que vous étiez tabac presse, mais vous faites plein d'autres choses. Je fais petite épicerie, je fais des pots de pain, j'ai le journal local, je vends les piles, enfin tout ça. Donc il y a une population assez vieillissante aussi. Hein. Et en fait, j'ai même vu une dame pleurer quand je lui ai dit que je pensais ne pas pouvoir continuer parce que je vais pas pouvoir continuer à payer les charges que j'ai dans ce contexte. Mais il n'y a pas moyen de prévenir la mairie, le département, de faire bouger un peu les choses là, parce que ça devient. Ah mais j'ai envoyé des. Vous avez contacté la mairie ? Un dossier en recommandé, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Non, bien sûr que non. Mais qui est responsable d'avoir mis ces 14 stops là ? C'est qui ? C'est la voirie en fait. Mais après, la voirie en général, elle est sous les ordres du maire. Voilà. Donc le maire, il trouve ça formidable de mettre 14 stops sur 400 mètres. Ce qui fait un stop tous les 28 mètres. C'est en train de se multiplier dans plein d'avenues et plein de rues de La Rochelle. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pour décourager la circulation automobile. C'est le seul objectif. En fait, voilà, mais c'est toujours pareil. L'idée, c'est de supprimer complètement les voitures. Parce que pour ralentir, il y avait d'autres solutions, en fait. Hein. Un dodane, et c'était réglé. Les stops, si vous voulez, pour une ville qui se dit zéro carbone, alors là, pour le coup, ça marche moins bien, quoi. Mais c'est un ami de Madame Hidalgo, ce maire, ou je pense, oui. Je pense que le soir, ils se téléphonent pour voir le lendemain ce qu'ils peuvent faire. Ah, très bien. Qui est le maire de La Rochelle C'est Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine. Mais il faut qu'on l'appelle demain. C'est quand même assez incroyable parce que ce monsieur a eu une industrie de bateaux à un moment donné, qui existe toujours, mais c'est plus. Oui, donc lui, il se déplace sur l'eau, il n'est pas concerné. Mais voilà, alors par contre, la pollution pour les bateaux, là, il y a zéro problème. Il a raison, Gauthier Lebret, on va essayer de l'appeler demain. On le multiplie. Il faut essayer de l'appeler. On va essayer de l'appeler demain, Florence, Monsieur Fontaine. On va essayer de régler votre problème, c'est pas possible. Écoutez, j'aimerais. En fait, il habite dans le quartier depuis 1 an. Il a emménagé il y a 1 an dans le quartier, donc je me suis permis d'aller lui déposer un dossier. Puis après, comme j'ai lancé une pétition, j'ai plus de 550 signatures, je suis allé lui déposer dans sa boîte aux lettres en lui demandant de ne pas m'assassiner, mais rien, il est même pas passé me voir alors que c'est à 30 mètres. Donc aucune réponse, il répond pas à vos sollicitations, quoi. Non. Bon, écoutez, Florence, on va essayer de le contacter. Nous, on va essayer de prendre contact. Alors peut-être qu'il n'est pas là, effectivement, en ce moment, c'est avec les fêtes de fin d'année. Il peut décrocher son téléphone. On peut en tous les cas essayer de contacter la mairie ou les personnes qui travaillent avec lui. On va essayer de trouver une solution en tous les cas. Florence, votre histoire est totalement dingue. 14 panneaux stop sur 400 mètres sur un quartier de 400 mètres, c'est totalement dingue. Florence, on vous souhaite de passer une bonne soirée. On vous recontacte. Évidemment, on essaiera de vous recontacter demain dans l'émission, d'accord ? Merci infiniment. Merci infiniment. Ça vous fait réagir, Philippe ? Non, mais je constate qu'il y a toute une série de maires qui ont décidé d'empêcher, en réalité, d'empêcher la circulation automobile. À la limite, on pourrait partager l'objectif en soi, mais le problème, c'est que ces maires, c'est le vrai à Paris, ne fonctionne qu'à la contrainte, c'est-à-dire qu'il complique considérablement la vie des gens sans proposer de solutions de remplacement. Donc si vous voulez pas prendre notre voiture, vous faites comment ? C'est ça. À Paris, la question et se surtout pose. Que c'est le seul commerce de proximité. C'est ça. Mais c'est ça. Se fiche des dommages collatéraux, si j'ose dire, de leur décision. Merci beaucoup Philippe Guibert, merci à Vincent Roy, Sarah Salman, Gauthier Lebret. Et on se retrouve bien sûr demain. On marche sur la tête version Noël pour la dernière de la semaine et pour la dernière avant les vacances de Gauthier Lebret. Absolument. On sera là dès 16h. Je serai loin de Philippe Guibert. Passez une excellente soirée. Je serai loin de Gauthier Lebret. Dans un instant, c'est Nelly Denac pour Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Bonne soirée et à demain 16h pour On marche sur la tête. À demain.